sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Nous avons fait le 30, nous avons fait le 31. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2024. Les habitants du Japon, de la côte japonaise, se sont réveillés avec un tremblement de terre de 7,3, magnitude 7,3, qui est très élevé au fait. Si c'est arrivé dans les pays comme Haïti, vous pouvez imaginer le dégât. Mais le Japon, les Japonais sachant qu'ils se trouvent dans une zone de tectonique des plaques et que ça arrive souvent, ces genres de tremblements de terre se sont préparés. Les constructions sont faites pour supporter quand même ces coups durs. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a eu pour le moment quelques morts, mais des blessés. Pour les morts, qu'ils reposent en paix. Pour les blessés, on souhaite prompt rétablissement. Ensuite, le 1er janvier, c'est la date qu'ont choisi certains présidents pour présenter leurs vœux à la nation. Il y en a eu beaucoup. J'en ai choisi 3. Le premier, Macky Sall au Sénégal. Le deuxième, Assimi Goïta au Mali. Et le troisième, Emmanuel Macron de la France. Macky Sall nous avait déjà dit dans un discours que moi je trouve vraiment historique. C'était très bien écrit. Certains s'en sont inspirés pour écrire leur discours et c'était aussi bon. Ils ont vu que les gens ont apprécié sans vraiment dire que c'est une inspiration du discours de Macky Sall. Dans ce discours, il nous annonçait qu'il n'allait plus se présenter pour un 3e mandat. Parce que le problème de la présentation pour un 3e mandat avait déclenché une tollée générale, pas seulement au Sénégal qui a vu des manifestations accompagnées de morts. Même dans la sous-région, même moi, je me suis mise à lui dire non, non, non. On n'a plus besoin des présidents visionnaires avec une vision du 3e mandat. J'ai soutenu le 1er mandat de Macky Sall parce que c'était le joker contre Karim Wade qui allait prendre après son père Abdoulaye Wade. Son 2e mandat aussi, je l'ai soutenu parce que j'avais vu quand même qu'il avait fait un travail acceptable. Moi, je suis togolaise, donc quand je dis que quelqu'un fait un travail, un bon travail, je le compare à mon pays. Donc, les Ivoiriens, ne venez pas me dire il faut comparer Dakar à Abidjan. Je compare Dakar à Lomé. Dans son discours, il a fait le bilan de ses œuvres. Mais il a oublié que ses œuvres ont enregistré des dettes dont les Sénégalais devaient payer. Il a parlé du train qui a été construit, mais tout cela, c'est des dettes que les Sénégalais doivent payer. Il a oublié de mentionner que l'inflation fait que même avec l'augmentation actuelle des salaires, il est toujours difficile de joindre les deux bouts. Mais quand même, c'est un président qui a fait assez pour montrer qu'il avait quelque part de l'amour pour son peuple. On n'en voit pas souvent en Afrique de l'Ouest. Macky Sall, quand il a été à la tête des institutions africaines, il a essayé de toucher quand même à certains dossiers très pointus. Des dossiers qui font peur à d'autres. On a vu Embalo à la tête de la CEDEAO. Il n'a pas pu toucher la plupart des dossiers et il a fini par nous proposer un dispositif anti-coup d'État. Finalement, ce que nous avons appris, lui-même, ça fait un coup d'État pour pouvoir changer la Constitution. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai après.
Macky Sall a été choisi aussi pour être médiateur dans la crise ukrainienne pendant la guerre. Bon, la guerre continue entre Ukraine et la Russie pour pouvoir permettre aux Africains d'avoir du blé. Donc, il a été sur beaucoup de chantiers. Il a représenté l'Afrique pendant le G20 où il a fait un discours, il a quémandé de l'argent. Nous l'avons dit, oh, Macky ne quémande plus de l'argent. Nous ne voulons plus les quémandeurs. Et il nous a compris. Maintenant, quand il fait son discours, il ne demande plus de l'argent. Il dit maintenant, il faut amener la technologie. Nous-mêmes, on va cultiver le grain, tout ce que vous voulez, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, son bilan pour les Sénégalais, c'est mitigé. Mais je compare son bilan au bilan togolais. Je vais vous le redire encore. Son bilan pour les Sénégalais, c'est un bilan mitigé, mais je compare son bilan au bilan togolais. Si en 10 ans, Macky Sall peut faire ça, et en 15 ans, on n'arrive pas à faire ça à Lomé, pour moi, le bilan de Macky Sall, je lui donnerais 10 quand même sur 15. 10 sur 15, ça fait 3 quarts sur les 4. Donc, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, en février, Macky Sall nous dit qu'il partira et qu'il va passer le témoin. Mais la situation qui se passe au Sénégal, il y a l'opposant dont tous les jeunes veulent qu'il soit inscrit sur la liste présidentielle qui a des difficultés à s'inscrire. Il est passé de la justice en prison en résistance surveillée. Il fait le tralala. Donc, presque tous les opposants qui sont en Afrique de l'Ouest connaissent un peu le parcours. Donc, cette élection ne sera pas inclusive si Ousmane Sonko n'y participe pas. D'après les différents médias, Ousmane Sonko s'est inscrit sur la liste électorale. Donc, on attend de le voir, son nom sur les fiches et est sûr qu'il va participer aux élections. Si Macky Sall arrive à faire ça, je pense que c'est quand même un bilan OK. Il n'y a pas de parfait bilan. Mais un bilan OK, c'est déjà un bilan acceptable. Vous savez, souvent, nos anciens présidents, ils vont rester à la maison. Moi, ce qui me fera plaisir, c'est qu'on voit Macky Sall, ancien président, faire des cours. Pourquoi pas des cours sur la géologie? Il est ingénieur en géologue. Il peut donner des cours. Et surtout, les cours sur la diplomatie, parce que c'est l'un des présidents africains quand même qui a été appelé à des médiations, à intervenir. Il a fait de la diplomatie à l'international. Donc, ce serait bien si Macky Sall décide de donner des cours de diplomatie. Au moins, ça permettra à nous, les élèves, qui ne peuvent pas aller s'inscrire à la Sorbonne, qui ne peuvent pas aller en Angleterre s'inscrire dans une grande école, qui ne peuvent pas aller au Canada s'inscrire dans une grande école de diplomatie, d'apprendre la diplomatie des présidents africains qui l'ont pratiquée. Parce que ça manque en Afrique. On ne peut pas, on laisse les anciens présidents, les pays qui ont les anciens présidents là, on les laisse, ils restent à la maison ou ils deviennent encore opposants alors qu'ils peuvent faire, ils peuvent donner à la jeunesse, ils peuvent contribuer à l'enseignement, à l'éducation de la jeunesse. Parce qu'ils ont eu l'opportunité, même s'ils n'ont pas pris les cours de diplomatie, d'avoir des consultants qui sont payés avec nos tasses, venus leur dire comment il faut parler, comment il faut se comporter, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Donc, après, ils doivent nous restituer ça. Ils ne peuvent plus nous retourner l'argent, mais au moins, ils peuvent nous restituer. Écrire 1 ou 2 livres. On va lire. Il faut écrire ça en français facile. On va lire, on va apprendre 2 choses. On va utiliser aussi pour faire notre travail sur les réseaux sociaux, sur les terrains. Donc, février, c'est dans 8 semaines. On attend de voir les élections sénégalaises. On espère que ça sera inclusif et transparente. On connaît les élections dans la zone africaine, France-africaine. On veut des élections libres, inclusives, transparentes et les résultats qui reflètent les élections. On espère que ça se passera ainsi au Sénégal et que le meilleur gagne. Mon deuxième choix, c'est Assimi Goïta. Assimi Goïta n'est plus à présenter. Il n'est pas arrivé au pouvoir
par les élections, mais il en a fait plus que certains présidents. Il a libéré Kidal, il a libéré une partie du Mali, des groupements terroristes qui terrorisent la population et empêchent la joie de vivre. Donc, il en a fait beaucoup déjà. Il est entouré d'une équipe formidable, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui font aussi un travail important. Le ministre des Affaires étrangères est arrivé au Togo et les Togolais lui ont demandé s'il pourrait libérer le Togo. Vous imaginez? Lui vient avec le problème de son pays, les sanctions, ceci, cela, et puis les Togolais lui disent, mais de la façon dont vous allez libérer le Mali, là, est-ce que vous voulez libérer le Togo? L'opposition togolaise est grave, je vous dis. Vous avez, l'homme, il ne sait même plus quoi dire. Il a dit, il est Togolais. Moi, je suis venue dans le cadre de relations État-État. On me dit, non, relations État-État, là, il faut faire un coup d'État au Togo. Non, c'est des gens bons. C'est une équipe très bonne qui entoure Assimi Goïta. Et quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, nous lui avons dit, pas seulement moi, beaucoup de panafricanistes, que le travail du Mali ne sera pas fini si le Burkina n'est pas libéré, si le Niger n'est pas libéré. Nous avons surtout mis l'accent sur le Niger parce que le Niger et le Mali sont très proches. Et il n'a rien dit. Il ne nous a pas dit je le ferai, je ne le ferai pas. Mais le Burkina connaît un nouveau président, Ibrahim Traoré, qui a aussi fait un travail de libération du Burkina et de réunification du pays parce que c'est un pays qui, à 40%, était occupé par des groupements terroristes. Et enfin, tout récemment, le Niger aussi qui connaît une transition politique, des hommes qui veulent faire autre chose que ce que faisait Bazoum. Mohamed Bazoum était de l'autre côté, complètement de l'autre côté, pas en accord avec la population. Cette nouvelle transition veut faire autrement, veut faire ce que Assimi Goïta a fait, la réunification du pays d'abord, augmenter le salaire, améliorer la vie des Nigériens. Donc, Assimi Goïta n'est plus à présenter. Je vous invite à aller voir ses œuvres, à s'intéresser à son équipe, à ceux qui travaillent avec eux. Ça, c'est une autre vision de l'Afrique. Ils ont créé un groupement AES pour réunir le Burkina, le Niger et le Mali. Ils ont des perspectives, veulent installer un central nucléaire en Afrique pour fournir de l'électricité. Parce que beaucoup de zones en Afrique, on manque d'électricité. Il y a encore des délestages pendant des heures. Même le Nigeria, un puissant pays comme le Nigeria, souffre des problèmes de l'électricité. Donc, ils veulent installer un central nucléaire en Afrique, qui sera premier en Afrique francophone, la première des choses. Et j'espère aussi qu'il va penser à développer l'énergie solaire parce que c'est gratuit, c'est bon, ça ne nous coûte rien et c'est moins coûteux, moins dangereux que l'énergie nucléaire. Enfin, je quitte Assimi Goïta pour arriver en France. Assimi Goïta et la France, ce n'est pas de très bonnes relations, c'est des relations tendues. Il a demandé aux soldats français qui ont fait 10 ans dans le désert sans libérer le Mali de retourner chez eux. Il a donné le ton, le Burkina a suivi et le Niger a suivi. Donc, Assimi Goïta et la France, c'est des tiraillements. C'est des vrais tiraillements. Mais le président français Emmanuel Macron aussi a présenté les vœux à son peuple. Et quand le président Emmanuel Macron présente les vœux à son peuple, nous les Africains, on s'y intéresse parce que la version de la Macronie, c'est la France-Afrique. Il nous avait promis, quand il a été élu en 2017, non, je ne peux pas dire nous avait promis, mais on a pensé que ce sera une rupture avec la France-Afrique. Les présidents français, chaque fois qu'ils viennent au pouvoir, nous disent qu'il y aura une rupture de la politique française en Afrique. On verra autre chose, mais malheureusement, on ne voit que la même chose. Donc, on a eu un président jeune. Beaucoup ont souhaité avoir un président jeune. Il y a des Togolais français qui ont voté pour le président jeune. Il est arrivé au pouvoir, on a espéré, puisqu'il n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, la colonisation et tout ce qui en est sûr, que ce sera une
politique différente de ce qu'a fait Sarkozy et Hollande. Mais la politique française en Afrique n'a pas changé. Oui, on pourrait même dire que dans certains endroits, la politique française en Afrique a reculé. Nous avons passé ces dernières années à nous battre pour pouvoir prouver s'il y a influence française en Afrique ou non. Et ensuite, à avoir une loi contre l'immigration qui va empêcher beaucoup d'étudiants africains qui sont très bons, qui aimeraient continuer leurs études en France, puisque nous parlons français, c'est plus facile et simple que de rentrer dans certains pays. Tu dois encore apprendre l'anglais, le mandarin, ce qu'ils parlent, la langue qu'ils parlent là-bas, c'est plus facile quand tu parles français d'aller en France. Et de continuer tes études en français, certains jeunes africains n'auront pas cette opportunité. D'où ça revient encore d'utiliser nos élites. Il y a nos élites qui ont déjà fait de grandes études et qui servent dans l'administration. De temps en temps, ils peuvent donner des cours à l'université pour nous aider et permettre que certains jeunes restent en Afrique et continuent leurs études en Afrique et quand même ont de bons niveaux. Donc, il nous a promis, bon, pourquoi je dis promis? Il nous a dit qu'il y aura quand même rupture de cette politique, mais on n'a pas vu de rupture de cette politique. Donc, les choses se sont devenues encore plus difficiles. Et pour couronner le tout, il y a cette situation de pro-russe, pro-français qui pendant presque 2 ans nous a tenus en haleine sur les réseaux sociaux. Chacun se pointa les doigts de qui est pro-russe, qui est pro-français, qui est ceci, qui est cela. Donc, ça n'a pas été une politique française africaine saine. Ça a été très toxique pour l'Afrique et ça continue. Cette fois-ci, nous avons 2 blocs. Le bloc des France-Africains et le bloc des libéraux. Du jamais vu. Enfin, de ma génération, du jamais vu. La CEDEAO a des problèmes. Les institutions africaines, elles toutes ont des problèmes. Quand le jeune est arrivé au pouvoir, le jeune français est arrivé au pouvoir, la question que tout le monde se posait, comment il allait gérer les Français-Africains? Parce que certains sont dans la politique, même avant qu'ils soient nés, certains étaient déjà dans la politique. Et nous nous sommes dit que ce qu'il va se passer, c'est qu'il sera contaminé par les anciens. Et c'est ce qui est arrivé. Emmanuel Macron a été contaminé par les France-Africains et maintenant, pour passer les lois à l'Assemblée nationale, il fait le fait par la force. Les Français ont marché, les Français ont crié leur ras-de-bol. Les Français qui vivent la Macronie et nous, qui vivent la France-Afrique, nous sommes devenus comme les enfants d'un même père. Nous souffrons de la même maladie. Voilà au fait ce qui se passe. Et dans son discours, il a reconnu certains, comme la retraite, mais il a dit qu'il est obligé de le faire. Je le dis encore, il a reconnu pour la retraite, mais il dit qu'il était obligé de le faire. Et c'est aussi ça quand l'élite, des fois, est disconnectée de la population. Vous voyez, il va partir en retraite, il aura 50 ans comme ça, il aura les indemnités d'anciens présidents, ça c'est juteux, tout ça. Quand nous, on va travailler jusqu'à 63 ans, et puis des fois des boulots difficiles qui te cassent les reins. Et ce n'est pas seulement lui, ça se passe dans certains pays où l'élite est à part, la population est à part. Et c'est ce qui se passe dans le monde quand les riches s'enrichissent, deviennent plus puissants et les pauvres s'appauvrissent. C'est ça en fait ce qui se passe parce que l'année passée, 2023, le président du Togo a donné une interview où il disait qu'il ne savait pas qui est pauvre ou qui n'est pas pauvre au Togo, qui donnait ou ne pas donner au Togo. Et tout le monde s'est demandé, mais tous les pauvres qui sont au Togo là, le Togo pays endetté, lui ne connaît pas les riches du pauvre Togo. Donc c'est ça aussi le problème de nos élites actuellement qui n'ont plus aucune connexion, qui ne se sont pas connectés au peuple. Et il l'a reconnu quelque part, il a accepté la responsabilité quelque part, mais il disait que c'était important. Bon, vous pouvez aller suivre la vidéo des vœux, ce n'est pas une vidéo tellement longue, vous pouvez la suivre et faire votre propre analyse. Mais ce qui m'a encore touché, c'est que
il y a un commentaire. Est-ce que vous voyez les vidéos puis vous lisez les commentaires des fois? Moi, ça m'arrive. Des fois, je vois les vidéos, je commence pas à lire les commentaires. J'étais en train de lire les commentaires. Les commentaires étaient, chacun dit non, il faut fêter 3 ans, tu vas partir, on est fatigué. Bon, les commentaires n'étaient pas vraiment en faveur des vœux, mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas qui il est, une femme, un garçon, c'est pas africain, français, mais il dit pendant 7 ans, tu n'as rien fait pour nous rendre fiers de la France. C'est en 3 ans qu'il te reste là, tu vas le faire. Vous aussi, vous vous imaginez, c'est ça. Pendant 7 ans, nous avons marché, les Français ont marché, c'était les débats et tout, et puis, en 3 ans, ben, qu'est-ce qui va se passer en 3 ans? Nous sommes tous curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer en 3 ans. Et le titre de la présentation des vœux, c'est une année de fierté française. Il n'a pas beaucoup mentionné l'Afrique. Nous, on a écouté les vœux pour voir si quelque part il va mentionner l'Afrique. On sait que l'Afrique ne vote pas pendant les élections françaises, mais il y a des ressortissants africains qui ont la nationalité française. Des fois, ça pèse aussi. C'est une minorité, mais des fois, ça pèse. Il n'a pas trop mentionné l'Afrique. Moi, j'ai regardé, je pensais qu'il allait dire, bon, le Niger, quelque chose va se passer au Niger. La CEDEAO va arrêter les sanctions. Ça nous intéresse si la CEDEAO va lever les sanctions sur le Niger pour permettre aux camions de vite circuler, d'aller au Niger. Mais il n'en a pas parlé. Et bon, donc voilà le président de tous les dossiers, le responsable de tous les dossiers. Il était dans le dossier ukrainien, ça n'a pas encore fini, il est rentré dans le dossier israélien. Le dossier israélien n'a pas encore fini, maintenant il est dans le dossier fierté française de 2024. On va suivre ça avec lui, on va suivre ça avec attention. On va voir ce qui va se passer en 2024. Nous sommes tous curieuses de savoir qu'est-ce qu'il va faire en 2024. 2024 aussi, c'est l'année des élections. Vous savez ça, non? Il y aura des élections en Afrique. 2025, il y aura des élections présidentielles dans les pays africains. Va-t-il soutenir encore ces présidents qui font les 3e, 4e et 5e mandats ou va-t-il les laisser partir et permettre à d'autres Africains de diriger ces pays? Parce que c'est ça aussi qui pousse les jeunes à quitter, le manque d'opportunités, le fait de se sentir qu'il y a le glass ceiling, que tu ne peux pas dépasser certaines limites, qu'il y a une limite pour toi dans ton propre pays. Quand il est venu au pouvoir, en fait, c'était un peu dans cette idée-là de montrer que non, tu vois, en France, la politique a été longtemps dominée par les hommes d'un certain âge. Les jeunes aussi peuvent vraiment venir en politique et marquer la scène politique. Et ça a permis à beaucoup de gens de sortir et le soutenir, même si à la fin, il était contre Marine Le Pen qui était du Front National. Donc, les gens ont préféré voter pour lui qu'au Front National. Ça aussi, c'est une autre histoire à raconter. Mais en Afrique, on ne voit pas qu'il encourage ça. Ce qu'il a voulu mettre en œuvre, il n'encourage pas ça en Afrique. Très peu de jeunes sont en politique aujourd'hui en Afrique. En Afrique, on ne voit que en politique, avec les élections, je parle de la politique où nous avons des élections, on ne voit que ces dictateurs qui font tout pour rester au pouvoir et se représenter encore et encore. Il a fallu des coups d'État pour que la Guinée, le Niger, le Mali, le Burkina Faso se libèrent de ses anciens présidents. Donc, 2024, 2025, 2026, on verra s'il y aura changement dans la France-Afrique. La politique française en Afrique a besoin de changer à 180 degrés. Parce que ce qui se passe, si vous le voyez, n'est pas annonciateur de bonnes relations entre la France et l'Afrique. Il faut juste voir ce qui se passe avec le Burkina, le Mali, le Niger. Si ça continue, la France aura des problèmes avec ses anciennes colonies. Moi, je conseillerais à la France, je ne suis pas dans la politique française, de prendre exemple sur les autres pays aussi qui ont colonisé. L'Angleterre a colonisé, elle est partie. L'Angleterre a colonisé, elle est partie. La France a des difficultés à partir. Nous avons vu ça en Haïti. Tout ce qui se passe en Afrique a été déjà essayé en Haïti.
le père au fils, gouverner du père au fils, la monarchie constitutionnelle a été essayée en Haïti, les coups d'État essayés en Haïti, tout a été essayé en Haïti. Et regardez le cas d'Haïti. Nos pays africains ne sont pas loin d'Haïti. Nous ne sommes pas loin. Certains pays africains francophones font bonne figure, mais nous ne sommes pas loin d'Haïti. Comme le dirait un homme sage d'Afrique, pour aller loin, il faut mettre, pour qu'une plante se développe et grandit puissamment, il faut mettre le grain bien sous la terre. Et quand tu mets le grain bien sous la terre, il faut savoir le protéger. Comprendra ceux qui veulent comprendre. Et enfin, pour clôturer, ma question a été répondue par les coachs de relations. Mais seulement, je ne sais pas si c'était la réponse que j'attendais. C'est aussi ça le problème. Tu peux poser une question, on te donne la réponse, mais peut-être que ce n'est pas la réponse auquel tu t'attendais. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit à la prochaine. Bye bye.